Le colonel rugit, penché sur des cartes criblées de marques rouges. N'importe quel pilote. J'ai juste besoin de quelque chose avec des réacteurs. L'unité d'infanterie était piégée et le soutien aérien était introuvable. Un officier d'état-major murmura calmement. Il y a un pilote d'A-10 qui se signale, prêt à décoller. Le colonel s'exclama sèchement. Un A-10? Cet avion est complètement obsolète. Mais 3 minutes plus tard, un vrombissement distinctif résonna dans le ciel alors qu'un Warthog passa si bas qu'il fit trembler les fenêtres. Le colonel se redressa brusquement. Qui diable pilote cet engin? La base de coordination de soutien interarmées au sol lança une opération de sauvetage d'urgence pour l'équipe Alpha 3 piégée en zone rebelle. Des informations de dernière minute parvinrent au poste de commandement G11. Une unité d'infanterie clouée au sol, l'artillerie ennemie qui se rapprochait et le soutien aérien retardé en raison d'interférences électromagnétiques. Le colonel McAllister exigea « Trouvez-moi n'importe quel pilote. J'ai juste besoin de réacteurs et qu'ils arrivent dans les 15 minutes. » L'état-major de coordination énuméra les options. Les F-35 sont cloués au sol pour maintenance et les F-18 sont en ravitaillement. Un jeune officier de soutien suggéra discrètement « Il y a un pilote qui se coordonne en dehors de la zone, aux commandes d'un A-10C, prêt à recevoir des ordres. » McAllister secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'un char volant. Trouvez-moi des réacteurs. » Mais soudain, les signaux satellites rapportèrent qu'un A-10 approchait de la zone G11 sans l'autorisation du poste de commandement. Un officier demanda « Qui a autorisé le décollage ?» La coordinatrice répondit « Personne. Elle a entendu l'appel d'urgence et a décollé de sa propre initiative. » L'ambiance devint une cacophonie de confusion et d'inquiétude. McAllister se saisit de la radio. « A-10 inconnu, identifiez-vous et retournez à la base immédiatement. » Seulement du grésillement. Un officier des communications essaya différentes fréquences. A-10 et espace aérien G11, répondez immédiatement. Encore plus de grésillement. Monsieur, s'écria l'opérateur radar, l'A-10 maintient le silence radio, mais elle se dirige droit vers la position de l'infanterie piégée. McAllister frappa la table de sa main. C'est une violation de tous nos protocoles. Qui est ce pilote? L'officier de soutien consulta ses journaux. Nom de code Corbeau 13. Mais monsieur, il n'y a pas de pilote actif avec cette désignation. Comment ça pas de pilote actif? Je veux dire, Corbeau 13 n'est sur aucune liste actuelle. Le nom de code a été retiré. Un officier plus âgé, depuis son terminal, leva la tête. Retiré quand? Après l'opération Orfrost, il y a 3 ans. Le silence s'abattit sur la pièce, troublé uniquement par le bourdonnement des équipements et les discussions à la radio du champ de bataille. McAllister étudia l'écran radar qui montrait la trajectoire de l'A-10. « Trouvez-moi tout ce que nous avons sur Corbeau 13. » « Monsieur, ces fichiers sont classifiés. » « Je me fiche qu'ils soient classifiés. J'ai un aéronef non autorisé dans une zone de combat et j'ai besoin de savoir qui est aux commandes. » La radio de l'officier des communications grésilla soudain avec des transmissions de l'infanterie piégée. « N'importe quelle station, ici Alpha 3. Nous subissons un feu nourri. Demande de soutien aérien immédiat. Alpha 3, ici la base. Le soutien aérien est en route. Base, combien de temps? Nous nous faisons écraser. » Avant que quiconque à la base ne puisse répondre, une voix féminine calme et posée traversa le grésillement. « Alpha 3, ici Corbeau 13. Je vois votre position. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. McAllister s'empara du microphone. « Corbeau 13, vous n'êtes pas autorisé à participer à cette mission. Retournez à la base immédiatement. » La voix de la femme revint, stable et professionnelle. « Alpha 3 a besoin de soutien immédiat. Je suis en position pour le leur fournir. » « Corbeau 13, c'est un ordre direct. Retournez à la base maintenant. » « Colonel, avec tout le respect que je vous dois, ces soldats n'ont pas de temps pour les protocoles. » La radio devint silencieuse. La voix d'Alpha 3 se fit entendre, désespérée. « Soutien aérien, s'il vous plaît. Nous sommes sur le point d'être submergés. » McAllister fixa la radio, puis l'écran radar qui montrait la position de Corbeau 13. Un long moment s'écoula. Finalement, il appuya sur le microphone. « Corbeau 13, vous êtes autorisé à engager. » Mais il n'y eut aucune réponse. Elle avait déjà commencé sa course d'attaque. Je n'attends pas la permission, car une fois, j'ai attendu.
et ils n'étaient plus en vie pour me remercier. L'A-10 approcha à basse altitude, le radar suivant l'altitude de 300 pieds, à une vitesse extrêmement basse, un profil de char volant classique. L'infanterie rapporta « On entend les moteurs du Warthog. Quelqu'un nous fournit un soutien aérien. » Le colonel McAllister se précipita vers l'écran, voyant l'affichage qui montrait « Pilote Corbeau 13, sans numéro d'unité. » Sur la radio interne, une voix féminine annonça calmement « Corbeau 13 en zone. Marque les positions de l'artillerie ennemie. Désactive le guidage laser. Je passe en visuel. » L'officier de coordination s'écria « C'est une technique de ciblage de la vieille école. Aucun pilote n'essayerait ça dans un brouillard aussi dense. » Mais le son distinctif du canon JAU-8 retentit à travers la vallée. 3 positions d'artillerie ennemie explosèrent en flammes. Les unités au sol acclamèrent « Le soutien aérien est d'une précision millimétrique. Qui est ce pilote? » Avant de quitter la zone, Corbeau 13 transmit « Alpha 3 survivra. Je me retire. » Tout le monde tenta de maintenir le contact radio, mais elle coupa la communication avant que quiconque ne puisse demander son identification. La salle de coordination resta dans un silence abasourdi alors que les implications de la situation se faisaient sentir. Elles viennent de mener une mission de soutien aérien rapprochée parfaite en utilisant un ciblage visuel dans des conditions de visibilité quasi nulles, demanda un jeune officier. L'opérateur radar étudiait son écran. « Je n'ai jamais vu de trajectoire d'approche pareille. Elle est arrivée en dessous du relief, a utilisé les crêtes pour se couvrir et a attaqué sous un angle qui lui a donné une séparation parfaite des cibles. » McAllister se saisit de nouveau de la radio. Corbeau 13 répondait « Nous avons besoin d'un compte-rendu. » Silence en âme. « Corbeau 13, vous avez l'ordre de revenir pour un débriefing. » Toujours rien. La voix d'Alpha 3 se fit entendre, emplie de soulagement et d'émerveillement. « Base, ici Alpha 3. L'artillerie ennemie a été complètement neutralisée. » Ce pilote, c'était le soutien aérien rapproché le plus précis que j'ai jamais vu. « Alpha 3, pouvez-vous donner des détails sur l'attaque? » Base, elle a détruit 3 positions d'artillerie dissimulées avec une précision chirurgicale. Aucun dommage collatéral, aucun tir ami. Et elle a fait ça dans des conditions où nos propres systèmes de ciblage étaient inefficaces. Un officier technique afficha les données du système d'armement. Selon nos capteurs, elle n'a tiré que 60 coups avec le JAU-8. C'est incroyablement efficace. 60 coups pour 3 cibles. La plupart des pilotes auraient épuisé 3 fois plus de munitions pour le même résultat. McAllister se tourna vers son état-major. Comment est-ce possible? Un officier plus âgé, lui-même ancien pilote d'A-10, prit la parole. Monsieur, ce niveau de précision est le fruit de l'expérience, de beaucoup d'expérience. Et la plupart du temps, elle a été acquise dans des situations où rater n'était pas une option. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, qui que soit Corbeau 13, elle a été dans des situations où elle a dû faire en sorte que chaque tir compte, car il n'y aurait pas de deuxième chance. L'officier des communications tenta une dernière fois. « Corbeau 13, s'il vous plaît, répondez. Nous voulons juste vous remercier pour votre aide. » La radio resta silencieuse. Alpha 3 transmet de nouveau. « Base, nous sommes au Bill et nous nous dirigeons vers le point d'extraction. Mais nous voulions que vous sachiez que ce pilote nous a sauvé la vie à tous les 12. » McAllister s'assit lourdement. 12 soldats vivants parce que quelqu'un a enfreint le protocole. Monsieur, j'ai dit pas d'A-10. J'ai spécifiquement dit que je ne voulais que des réacteurs. Si ce pilote avait suivi les ordres, il ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit. Un officier d'état-major s'approcha prudemment. Colonel, devons-nous rédiger un rapport sur la mission non autorisée? McAllister regarda l'affichage tactique qui montrait le mouvement réussi d'Alpha 3 vers la sécurité. Quel rapport rédiger? Celui qui dit qu'un pilote inconnu a mené une mission de soutien aérien rapproché exemplaire et a sauvé 12 vies? Eh bien, oui, monsieur. Le protocole l'exige. Le protocole aurait laissé Alpha 3 mourir pendant que nous attendions un aéronef autorisé. Le silence s'installa de nouveau dans la pièce. L'opérateur radar prit la parole. Monsieur, l'A-10 a complètement quitté notre zone de suivi. Où qu'elle aille, c'est en dehors de notre zone de surveillance. Une idée de la direction? Négatif, monsieur. Elle est descendue sous la couverture radar en utilisant le terrain. McAllister se tourna vers l'officier de soutien qui avait le premier mentionné Corbeau 13.
Vous avez dit que ce nom de code a été retiré après l'opération Orfrost. Oui, monsieur. Que s'est-il passé pendant Orfrost? L'officier hésita. Monsieur, il faudrait que j'accède à des fichiers classifiés pour vous donner des détails. Alors accédez-y, monsieur. Cela nécessite. Je me fiche de ce que cela nécessite. Je veux savoir qui vient de sauver 12 soldats américains et pourquoi elles ne figurent pas sur notre liste active. Alors que l'état-major s'efforçait d'accéder aux informations classifiées, Alpha 3 fit sa dernière transmission. Base, Alpha 3 a atteint le point d'extraction en toute sécurité. Veuillez transmettre nos remerciements à Corbeau 13. Nous lui devons tout. McAllister appuya sur le microphone. Alpha 3, message reçu. Heureux que vous soyez rentré chez vous. Base, encore une chose. Ce pilote, la façon dont elle a volé, la précision de son attaque. Nous avons travaillé avec beaucoup de soutien aérien. C'était différent. Différent comment? Différent comme quelqu'un qui a déjà fait ça, dans des situations où parfait n'était pas suffisant. Mon nom n'est pas sur la liste de missions, mais je vole toujours, car un jour, j'ai entendu un appel auquel personne n'a répondu. Après le sauvetage réussi d'Alpha 3, le colonel McAllister exigea une enquête. Qui est Corbeau 13? Personne ne put trouver d'affectation d'unité pour ce nom de code. Mais dans les archives, un technicien se souvint que Corbeau 13 était l'ancien nom de code d'un pilote retiré du service actif après l'opération Orfrost. De vieux fichiers furent ouverts. Nom, Alia Reinhardt, pilote d'A-10, autrefois félicité pour avoir ramené son escadron à la base à travers une zone où les interférences électromagnétiques avaient détruit tous les systèmes de navigation. Mais elle fut suspendue pour un décollage non autorisé et sans ordre. Malgré avoir sauvé 18 vies, Alaya disparut du système, ne revenant jamais. Un technicien se souvint qu'elle avait dit un jour « Tant qu'il y aura une personne qui aura besoin de moi au sol, je ne quitterai pas mon avion. » Le colonel McAllister écouta sans commentaire, puis donna un ordre. « Mettez à jour le nom de code de Corbeau 13 pour qu'il figure sur la liste des interventions d'urgence. Et la prochaine fois, ne jugez pas les pilotes par le modèle de leur appareil. » Le technicien qui avait retrouvé le dossier d'Alia continua de lire. « Monsieur, il y a plus à l'histoire d'Orfrost. Allez-y. L'opération Orfrost a été un désastre dès le début. Le commandement a envoyé un escadron mixte en territoire hostile en se basant sur des renseignements erronés. » McAllister se pencha en avant. « Quel genre de renseignements erronés? » L'ennemi possédait des systèmes de missiles solaires avancés qui n'étaient pas dans nos briefings. Ils avaient aussi des capacités de guerre électronique qui brouillaient toutes les communications GPS et radio. Un officier plus âgé, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je me souviens d'Orfrost. Nous avons perdu 6 aéronefs et 22 membres d'équipage dans la première vague. » Le technicien hocha la tête. C'est à ce moment-là que le pilote Reinhardt a effectué son décollage non autorisé. Elle a volé en zone de combat sans ordre, sans contact radio, en utilisant uniquement la navigation visuelle, et elle a retrouvé les survivants, tous les 18, éparpillés sur 30 miles carrés de territoire hostile. McAllister étudiait attentivement le dossier. Comment a-t-elle coordonné leur sauvetage sans communication radio? Elle ne l'a pas coordonné, monsieur. Elle l'a exécuté elle-même. Comment ça? L'officier plus âgé répondit. Elle a effectué plusieurs allers-retours, utilisant son A-10 comme un bouclier volant, attirant les tirs ennemis pendant que les équipes de sauvetage au sol extrayaient les survivants. Plusieurs allers-retours? 17 courses de sauvetage distinctes sur une période de 8 heures, à chaque fois retournant dans un feu de missiles solaires de plus en plus dense. La pièce était dans un silence complet, alors que la portée de ce qu'ils entendaient se faisait sentir. Le technicien continua. Lors de son dernier vol, elle a subi des dommages importants, a perdu l'hydraulique, a eu une panne moteur partielle, et ses systèmes de navigation ont été complètement détruits. Mais elle est revenue, à peine. Elle a fait un atterrissage d'urgence sur une route à 20 miles de la base. L'avion a été totalement perdu. McAllister leva les yeux du dossier. Alors, pourquoi a-t-elle été suspendue? L'expression de l'officier plus âgé s'assombrit. Parce qu'elle a violé des ordres directs. Le commandement avait annulé toutes les tentatives de sauvetage, déclarant la zone trop dangereuse pour d'autres opérations. On lui avait ordonné de ne pas tenter de sauvetage. On lui avait ordonné de ne pas bouger. Le commandement avait considéré les 18 survivants comme des pertes acceptables. Et elle a volé quand même? Elle a volé quand même.
McAllister referma le dossier. Que s'est-il passé pendant son audience disciplinaire? Le technicien consulta ses registres. On lui a donné le choix d'accepter une réprimande et de continuer à voler, ou de maintenir que ses actions étaient justifiées et de faire face à une révocation. Qu'a-t-elle choisi? Elle a dit, et je cite, « Je ne m'excuserai pas d'avoir ramené 18 personnes en vie. Si c'est un motif de révocation, alors j'accepte ma révocation. » Donc ils l'ont viré. Ils ont viré le pilote qui venait d'exécuter l'opération de sauvetage au combat la plus réussie de l'histoire de l'escadron. Un officier des communications qui avait écouté demanda « Qu'est-il arrivé aux 18 personnes qu'elle a sauvées? 15 sont retournés en service actif, 2 ont été médicalement réformés en raison de leurs blessures, un est devenu instructeur. Et ils ont tous témoigné en sa faveur. Chacun d'eux, ils ont demandé au commandement d'annuler la sanction disciplinaire. Est-ce que ça a marché? » L'officier plus âgé secoua la tête. Le commandement a décidé que permettre des opérations de sauvetage non autorisées créerait un dangereux précédent. Ils ont maintenu la révocation. McAllister se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ligne de vol. Donc nous avons renvoyé notre pilote de sauvetage la plus efficace pour le crime d'avoir sauvé des vies? C'est une façon de le dire, monsieur. Et maintenant, elle est quelque part, toujours en train de voler des missions de sauvetage sans autorisation, ajouta le technicien. Selon ces dossiers, il y a eu 17 sauvetages réussis inexpliqués au cours des 3 dernières années, tous dans des situations où les opérations de sauvetage officielles étaient jugées trop risquées. 17 fois, une personne en détresse a reçu un soutien aérien d'un A-10 non identifié. Quelqu'un qui est apparu sans être appelé et accompli la mission et a disparu sans demander de reconnaissance. McAllister se tourna de nouveau vers son état-major. « Montrez-moi la carte des schémas. » Des cartes furent étalées sur la table, marquées d'endroits et de dates. « Regardez ça », fit remarquer l'officier des communications. Chaque incident a eu lieu dans des zones où les opérations de sauvetage officielles avaient été annulées ou jugées impossibles. Et le timing, dans chaque cas, le sauvetage non officiel s'est produit quelques heures après la décision officielle d'abandonner la mission. McAllister étudia le schéma. C'est comme si elle surveillait nos communications, écoutant les personnes que nous décidons de ne pas aider. Monsieur, cela exigerait un accès à des canaux de communication classifiés. Elle avait cet accès. Peut-être l'a-t-elle gardé? Un officier de sécurité exprima ses inquiétudes. Si elle maintient un accès non autorisé aux communications militaires, c'est une grave violation. McAllister le regarda droit dans les yeux. 17 sauvetages réussis, 67 vies sauvées, 0 perte. Et vous vous inquiétez de la sécurité des communications? Monsieur, le protocole l'exige. Le protocole exigeait qu'Alpha 3 meure aujourd'hui pendant que nous attendions un aéronef autorisé. Préférez-vous ce résultat? L'officier de sécurité se tut. McAllister prit une décision. Je veux que le nom de code Corbeau 13 soit réactivé. Statut non officiel. Urgence seulement. Monsieur, nous ne pouvons pas officiellement activer quelqu'un qui n'est pas dans le système. Alors, ne le rendez pas officiel. Rendez-le disponible. Je ne comprends pas. Assurez-vous que lorsque quelqu'un a besoin d'aide et que nous ne pouvons pas la fournir officiellement, il y a toujours une fréquence qu'ils peuvent appeler. L'officier plus âgé comprit. Un système de secours pour quand le système officiel échoue. Exactement. Le technicien demanda, « Et si elle ne veut pas être réactivée? » McAllister regarda la carte montrant le sauvetage réussi d'aujourd'hui. Elle s'est déjà réactivée elle-même. Nous ne faisons que reconnaître ce qui se passe déjà. Ce commentaire est pour celle qui a décollé quand même. Si vous croyez que certains ordres reçoivent une réponse avant même d'être donnés. 3 jours plus tard, sur le terrain auxiliaire de la base A-17, un vieil A-10 apparut dans le brouillard matinal. Personne ne vit qui l'avait posé. Sur le siège du cockpit, seulement un bout de papier. Je ne demande pas de remerciements. J'ai juste besoin de savoir qu'ils sont toujours vivants. Alpha 3 envoya un petit insigne gravé à Corbeau 13, qui a vu avant que le radar ne le fasse. Personne ne revit Alia. Mais chaque fois qu'il y avait une zone que personne ne voulait prendre, le signal Corbeau 13 dans les environs apparaissait automatiquement. Le colonel McAllister se rendit sur le terrain auxiliaire ce matin-là, suite au rapport d'un atterrissage d'aéronef non autorisé. Le vieil A-10 se tenait sur le tarmac comme s'il y avait sa place,
bien qu'aucun plan de vol n'ait été déposé. Le personnel de sécurité avait bouclé la zone, mais McAllister leur fit signe de reculer. « Laissez-moi voir l'avion. » Il s'approcha du cockpit et trouva la note manuscrite. En la lisant, il comprit quelque chose de fondamental sur le pilote qui avait sauvé Alpha 3. Un sergent de maintenance s'approcha. « Monsieur, devons-nous mettre l'aéronef en fourrière? » McAllister regarda la 10 usée, remarquant la maintenance soignée malgré son âge, les modifications non standards, les preuves d'une expérience de combat considérable. « A-t-il été correctement entretenu? » « Monsieur, cet avion est en meilleur état que la plupart de notre flotte active. Quelqu'un en a pris un soin exceptionnel. Une idée de sa base? Aucun registre officiel, monsieur. Mais d'après les modifications et les signes d'usure, je dirais qu'il a opéré de manière indépendante pendant des années. » McAllister fit le tour de l'avion, notant les détails qui racontaient une histoire. Blindage supplémentaire, avionique améliorée, et modifications qui ne pouvaient venir que de quelqu'un qui comprenait intimement les opérations de combat. « Sergent, je veux que cet avion soit déplacé dans le hangar 7. Mettez de la sécurité, mais ne le traitez pas comme une preuve, monsieur. Traitez-le comme un atout de réserve. Quelqu'un pourrait en avoir à nouveau besoin. » La rumeur du mystérieux A-10 se répandit sur la base. Des pilotes vinrent observer l'avion qui avait exécuté la mission de sauvetage parfaite. « Regardez ces modifications », observa un pilote. « Celui qui pilote ça, c'est exactement ce qu'il fait. Le système de ciblage a été complètement reconstruit. C'est un équipement de précision. Et regardez le stockage des munitions, configuré pour une efficacité maximale avec un minimum de gaspillage. » Un pilote vétéran qui avait piloté des A-10 au combat étudia attentivement l'avion. Ce n'est pas juste de la maintenance, c'est de l'amour. Comment ça? Je veux dire, quelqu'un a mis tout son cœur pour maintenir cette machine prête au combat. Ce niveau de soin, c'est personnel. McAllister revint le lendemain avec l'insigne d'Alpha 3. Il le plaça soigneusement dans le cockpit, à l'endroit où se trouvait la note. « Monsieur » s'approcha un officier de sécurité. « Nous avons eu des rapports de quelqu'un visitant l'avion la nuit. Avez-vous enquêté? » « Nous avons essayé, monsieur, mais qui que ce soit, il sait comment éviter les patrouilles de sécurité. » McAllister sourit légèrement. « Peut-être que nous ne sommes pas censés les attraper, monsieur. Peut-être que certaines choses fonctionnent mieux quand nous n'interférons pas. » Au cours des semaines suivantes, les équipes de maintenance remarquèrent que l'A-10 était toujours en parfait état, malgré l'absence de maintenance officielle. « C'est comme si quelqu'un en prenait soin », rapporta un chef d'équipe. « Une idée de qui? » « Non, monsieur, mais qui que ce soit, il connaît les systèmes de l'A-10 mieux que n'importe qui dans notre personnel. » McAllister établit un nouveau protocole. Le hangar 7 resterait accessible uniquement au personnel autorisé, mais la sécurité serait flexible pour les accès après les heures de travail. Le message était clair. Quelqu'un maintenait un avion prêt au combat pour une utilisation d'urgence, et la base soutiendrait discrètement cette capacité. « Comment appelons-nous cet arrangement? » demanda son adjoint. « Nous appelons ça une assurance, » répondit McAllister, « pour les cas où les voies officielles échouent. Si vous croyez que la confiance se gagne dans le ciel et non sur des signatures. » Sur le mur central du quartier général de la BC, une petite plaque métallique fut installée sans nom, seulement un symbole. La silhouette d'un A-10 volant à travers la fumée. En dessous, le code Corbeau 13. Les nouveaux pilotes étaient briefés. Si vous entendez quelqu'un demander du soutien et que personne ne répond, rappelez-vous que Corbeau 13 l'a peut-être entendu avant vous. Et si vous voyez un vieil A-10 stationné en dehors de la liste officielle, n'y touchez pas. Il appartient à quelqu'un qui arrive avant même que les ordres ne soient donnés. La plaque devint une sorte de légende parmi les équipages. Les nouveaux pilotes posaient des questions à son sujet et les vétérans racontaient l'histoire avec soin, avec respect. Qui était Corbeau 13? Quelqu'un qui a compris que sauver des vies est plus important que de suivre des procédures. Est-elle toujours active? Elle est active quand elle a besoin de l'être. Le protocole non officiel de Corbeau 13 évolua en quelque chose d'unique dans l'aviation militaire. Lorsque les opérations de sauvetage officielles étaient jugées trop risquées, lorsque le commandement devait prendre la décision difficile d'abandonner du personnel, il restait une dernière option. Une fréquence qui n'était pas officiellement surveillée, mais qui répondait toujours d'une manière ou d'une autre.
Un nom de code qui n'apparaissait sur aucune liste, mais qui apparaissait en cas de besoin. Un aéronef qui n'était pas officiellement entretenu, mais qui était toujours prêt au combat. Le colonel McAllister prit sa retraite 2 ans plus tard. Lors de sa cérémonie de départ, il s'adressa aux pilotes rassemblés. Vous ferez face à des situations où le manuel n'a pas de réponse, où le protocole est en conflit avec la conscience. Quand cela arrivera, rappelez-vous que la mission ne consiste pas à suivre parfaitement les ordres, mais à ramener les gens à la maison. Il regarda directement la plaque de Corbeau 13. Parfois, les opérations les plus importantes se déroulent en dehors des voies officielles. Cela ne les rend pas fausses, cela les rend nécessaires. Après la cérémonie, les équipes de maintenance trouvèrent une nouvelle note dans le cockpit de l'A-10 du hangar 7. Merci de comprendre que certaines choses sont plus grandes que les règlements. La note était simplement signée Air 13. Le remplaçant de McAllister, la colonel Sarah Chen, continua le protocole non officiel de Corbeau 13. Lorsqu'on l'interrogeait sur cet arrangement irrégulier, elle donnait la même réponse que McAllister. Certaines capacités sont trop précieuses pour être éliminées simplement parce qu'elles ne correspondent pas aux procédures standards. L'A-10 du hangar 7 effectua 12 autres missions de sauvetage au cours des 3 années suivantes. Chaque fois, il apparaissait en cas de besoin, accomplissait la mission sans faille et retournait à son statut non officiel. La plaque de Corbeau 13 prit une signification supplémentaire parmi les équipages. Elle ne représentait pas seulement un pilote, mais un principe, que parfois, le travail le plus important se déroule dans les interstices de la politique officielle. Les nouveaux pilotes se tenaient devant la plaque et comprenaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand que les règlements et les procédures. Ils faisaient partie d'un engagement à ramener les gens à la maison, quels que soient les obstacles. Et quelque part, un A-10 vieillissant restait prêt, entretenu par quelqu'un qui comprenait que le devoir ne se termine pas avec un document de révocation. La dernière phrase fut ajoutée à la plaque des années plus tard, pour ceux qui volent quand les autres ne peuvent pas.